Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Je suis ingénieur agro à la base, donc plutôt ingénieur science, mais j'ai rapidement dérivé vers le marketing et vers le consommateur surtout. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter pour une marque de se faire approprier par quelqu'un qui a un ton à lui, qui n'est pas forcément le nôtre. Il faut chercher les bons partenaires, du coup pour ça c'est extrêmement important. Mais accepter de lâcher prise un petit peu sur ta communication pour que l'influenceur se l'approprie et qu'au final le message passe de façon beaucoup plus pertinente, quoi. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Nicolas Bory, responsable marketing chez Kellogg's France, a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur agro et a dérivé vers le marketing. Il nous explique dans cet épisode comment il pratique le marketing d'influence sur les marques du groupe et aussi comment il infiltre les plateformes comme Twitch et TikTok. Dans cet épisode, on va parler de Twitch, e-sport et de marketing d'influence. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Enchanté, bienvenue dans le podcast. Est-ce que Nicolas, tu peux te présenter ? Ouais, donc je suis Nicolas Bory, je suis à la tête du département marketing chez Kellogg's en France. Depuis maintenant 2 ans sur ce job. Et moi, en fait, je suis ingénieur agro à la base, donc plutôt ingénieur science, mais j'ai rapidement dérivé vers le marketing et vers le consommateur surtout. En fait, ce qui m'anime depuis le début, c'est vraiment la partie consommateur. Mon premier job, c'était en institut d'études, donc sortie d'école, institut d'études marketing chez TNS Sofres. Donc études consommateurs à fond pour plein d'autres entreprises de grande consommation ou de services. Voilà. Et puis au bout de 4-5 ans, j'ai envie de rejoindre l'annonceur et Kellogg's m'a proposé une super opportunité d'abord dans le département études aussi. Et puis après, j'ai eu envie un petit peu de me rapprocher du centre de décision, on va dire. J'avais plus envie d'aider à la décision, mais j'avais envie de la prendre. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai basculé plutôt côté équipe marketing classique. Donc d'abord en France, sur des super marques. J'ai eu la chance de bosser sur Trésor. Tu vas voir qu'on va beaucoup s'en parler aujourd'hui, je pense, de Trésor. Très très belle marque. Et puis après, j'ai eu la chance de bosser sur Extra, puis de bouger du bureau français vers le bureau européen à Dublin. Où je suis resté 3 ans, et là je m'occupais de 2 marques donc pour tous les pays d'Europe. Une marque qui est Crunchy Nut, qui est la plus grosse marque au UK notamment, donc qu'on connaît pas beaucoup en France, donc des céréales quasi inconnues qui ont été vendues en France, mais ça fait plus de 20 ans que c'est pas vendu, mais qui est un mastodonte en fait en Angleterre. Et puis la marque Extra, pour le coup, là, qui est bien vendue en France, en Italie, en Espagne, en Belgique. Voilà, donc un parcours aussi européen, je pense que ça peut être intéressant par rapport à nos discussions d'aujourd'hui aussi, parce que l'influence, quand tu la gères depuis un bureau européen ou depuis un bureau français, chez Kellogg's, c'est pas la même chose, évidemment. Et puis retour en France, donc fin 2018, d'abord pour reprendre la direction marketing sur Pringles uniquement, et puis 1 an après, donc il y a 2 ans, sur tout le portefeuille, les bars, les céréales et Pringles. D'accord, donc ça fait quoi, à peu près 15 ans ? Donc ça fait 12 ans. 12 ans 12 ans tout rond là, que je suis chez Kellogg's. D'accord, bon, génial. Et alors Kellogg's, rappelle-nous un peu les grandes marques. On a cité Trésor, on a cité Pringles, pour les plus connus en tout cas, qui vont faire écho. C'est quoi le portefeuille de marques aujourd'hui chez Kellogg's ? Donc chez Kellogg's, on a donc un portefeuille assez large. On est donc déjà il y a les céréales. Je pense qu'on est évidemment hyper connu pour la partie céréales. Ouais. Donc là j'ai cité Trésor, j'ai cité en premier parce que c'est la plus grosse marque du marché. Je ne vais pas te demander ton âge devant les auditeurs, mais pour les gens de notre génération, Trésor c'est une marque qui n'existait quasiment pas. C'est une marque qui a 10 ans seulement, mais qui a explosé en fait sur le marché français. Et même en Europe maintenant, et c'est devenu la plus grosse marque de tout le marché, en fait, en l'espace seulement de quelques années.
Donc ça, c'est un peu le gros moteur du marché français en termes de céréales. Et puis, il y a les marques plus classiques. Par contre, si je te dis Special K, si je te dis Extra, et surtout, je pense, si je te dis toutes les marques enfants, Miel Pops, Coco Pops, Frosties, Rice Krispies. Ça, je suis blindé à la maison. Je crois que j'ai fait toutes les marques dans l'ordre. Exactement. Dans un ordre quelconque, mais un ordre. Exactement. Donc, en gros, toutes ces marques-là, c'est un portefeuille, en gros, tu vois, qui s'adresse à la fois aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Ces marques-là sont déclinées aussi souvent dans des formats barres de céréales. Donc on vend des céréales, mais aussi des barres de céréales sur les mêmes marques, sur les mêmes franchises. Et puis, ça fait pile 10 ans, là on est en train de fêter les 10 ans de Pringles au sein de chez Kellogg's, puisqu'on avait racheté la marque en 2012, février 2012. D'accord. Génial. Bon, des belles marques, en tout cas, c'est assez gourmand. C'est assez sympa. Parmi toutes ces marques aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a des marques plus sociales que d'autres pour rentrer un peu dans notre sujet aujourd'hui du marketing d'influence et du social media? Est-ce que tu sens par rapport soit au positionnement, soit au potentiel de la marque, soit à la plateforme de marque, est-ce qu'il y a des marques plus sociales que d'autres par rapport au portefeuille que tu peux gérer aujourd'hui sur la France avec les marques que tu as? Oui, alors franchement, on est en social ou en digital sur la quasi-intégralité du portefeuille, mais ta question est quand même bonne parce qu'elle stretch un petit peu ma réponse. Et en fait, il y a deux marques vraiment qui tirent leur épingle du jeu. Tu vois, c'est Trésor, extrêmement social, et Pringles aussi. C'est surtout parce qu'on s'adresse à la cible aussi qui est la plus sur les réseaux sociaux, qui est la plus, tu vois, en attente de ce genre de communication un petit peu moins top-down. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc Trésor et Pringles, clairement. Et là, en termes de cible, t'es sur quoi? Des jeunes ados, des jeunes adultes? T'es plutôt sur des jeunes adultes. Sur Trésor, on va dire le cœur, c'est vraiment un 15-25. Et puis en gros, t'as Pringles qui prend à peu près le relais au-dessus avec un 15-35. En gros, c'est à peu près ça. Donc quelque chose d'un peu plus large, quoi. Mais quand même très réseaux sociaux, et très génération et social. Je pense que tu le sais bien, mais on parle un petit peu de moins en moins de tranches d'âge pour définir nos cibles. Donc, bien sûr. Voilà, c'est plutôt par consommation et par consommation, usage, par occasion de consommation, par intérêt. Donc ça, c'est super. Et aujourd'hui, le marketing d'influence, ça fait aussi partie, j'imagine, de vos leviers marketing. Est-ce que aujourd'hui, tu trouves en tant que directeur marketing, qui est aussi passé par des études, donc il y a quand même un background un peu d'analytics par rapport à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un levier stratégique? Oui. Clairement. Aujourd'hui, en fait, on fait pas de l'influence juste pour aller, amplifier une campagne télé. Tu vois, on fait des choses en influence qu'on ne fait que en influence. Et on ne se pose même pas la question de savoir s'il y aura une partie influence dans notre campagne, en fait. C'est évident qu'il y aura une partie influence. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même aujourd'hui un marché qui est assez mature. Tu vois, moi je suis en grande consommation, c'est des marques du quotidien, donc on n'est pas dans le luxe, mais en fait nos marques, elles ont aussi quand même une histoire à raconter, tu vois, au quotidien avec des influenceurs, avec leurs consos, pour essayer de les mettre notamment beaucoup en situation de consommation, parce que quand tu fais ton spot de 10 secondes ou de 20 secondes, parfois c'est pas évident de montrer, tu vois, le paquet, la promesse produit, et l'occasion de consommation. Donc là, on se dit vraiment que grâce à l'influence, tu peux aussi montrer vraiment de la consommation réelle, quoi. D'accord. Et du coup, tu sens qu'aujourd'hui, l'influence a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'au-delà de communiquer, etc., tu sens aussi que tes consommateurs sont influencés, pour le coup? Oui. Tu le sens? Oui, alors après, c'est toujours, je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais tu vois, de vraiment faire le lien entre l'influence et l'achat directement, j'entends achat sortie de caisse. On a des outils pour essayer de traquer ça, mais c'est compliqué, mais en tout cas, c'est quand même le but ultime. C'est d'influencer pour faire acheter, ou d'influencer pour créer de la préférence de marque. Et donc nous, on est plutôt dans cette logique-là. On est là pour se faire approprier, tu vois, nos produits par les influenceurs, parce qu'on sait que eux, ils ont une logique de communauté derrière eux, de gens qui leur font confiance aussi, et on n'est clairement pas juste dans le placement de produits, un petit peu comme ce qu'on pouvait peut-être faire il y a 10 ans à peu près, tu vois, avec vraiment juste bonjour, je suis l'influenceur X, voilà le produit, on m'a un peu demandé de le présenter. On est bien au-delà de ça aujourd'hui, il y a vraiment des mises en situation beaucoup plus pertinentes qu'avant, quoi. Et du coup, c'est une chance pour les marques quand même de se faire, interpréter par des influenceurs qui finalement nous permettent de sortir des cadres classiques de la télé, de la presse, du média classique. Ah oui, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance quand même. C'est une vraie chance. Et c'est pour ça que c'est un levier qui est, toi tu me poses la question, est-ce que ça fait partie de la stratégie? Oui, parce que nos marques, si elles parlaient pas via aujourd'hui de l'influence, elles parleraient de façon un peu froide. Tu vois, ta campagne télé, ta campagne digitale, même ta campagne sur les réseaux, si t'es que dans un côté très top-down, comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui fait
la modernité de la communication. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter pour une marque de se faire approprier par quelqu'un qui a un ton à lui, qui n'est pas forcément le nôtre. Il faut chercher les bons partenaires du coup pour ça c'est extrêmement important, mais accepter de lâcher prise un petit peu sur ta communication pour que l'influenceur se l'approprie et qu'au final le message passe de façon beaucoup plus pertinente, quoi. C'est pas compliqué dans une grosse boîte, enfin je dis une grosse boîte, Kellogg's pour moi c'est quand même une grosse boîte, hein. Enfin, en tout cas c'est l'image aussi qu'on en a, mais c'est pas compliqué de lâcher prise un peu sur sa marque, qu'on a développée, qu'on a construite pendant des années, et il y a des centaines de gens qui travaillent dessus au quotidien. Oui, alors j'ai envie de répondre presque oui et non. Alors oui, c'est compliqué de lâcher prise parce que, comme toute grosse entreprise, on a, tu vois, des brand books. Donc le brand book, c'est tous les codes de référence de la marque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tous les codes de référence, même les couleurs, les pantones à utiliser quand on communique sur la marque, le ton, les mots-clés, les mots à ne pas utiliser, les mots à utiliser, etc. Donc ça peut te paraître un peu, tu vois, effrayant pour notamment quelqu'un qui est un influenceur et qui a son public à lui, etc. Mais en fait, ce brand book, nous, on va le partager dans nos briefs de façon très transparente avec les partenaires. Et justement, notre travail, ça va être de jouer avec ces lignes pour justement se les approprier et pour pouvoir des fois les dépasser un petit peu, se les approprier pour les réinterpréter, etc. Donc en fait, notre job, et la partie brief, elle est passionnante. On fait ce métier aussi pour rencontrer des agences, les briefer et bosser avec eux. En fait, honnêtement, c'est pour ça que c'est intéressant. Et la partie brief, elle est vraiment clé là-dessus. Et on a beaucoup de discussions à ce moment-là. Et puis après, dans la restitution, toi, pour voir si... Voilà, est-ce que la ligne qui a été franchie, elle est franchie, mais c'est OK. Oui, elle est tolérée. Et en fait, c'est même hyper intéressant que ça ait été franchi comme ça, etc. Ou est-ce que, non, pour le coup, c'est vraiment un non pour nous et on peut pas aller dans cette direction-là, quoi. Et aujourd'hui, donc Kellogg's, c'est une marque mondiale. Oui. Régionalisée pour l'Europe. J'imagine qu'il y a des plans d'activation différents. Comment ça se travaille aujourd'hui sur cette partie influence ? Est-ce que c'est un constat que tu partages au niveau global ? Est-ce que le global est aussi dans cette même direction que toi sur la partie influenceur et la partie storytelling ? Et où est-ce que tu récupères des campagnes globales que tu dois localiser ? Là, on va parler un peu plus technique, mais en tout cas que tu dois franciser pour ton marché. Ou bien c'est des créations ad hoc, 100% pure France, par rapport à tes besoins à toi en tant que marketeur sur le marché français, quoi. Ouais, alors sur la partie communication pure, typiquement pub télé, on va dire, pour prendre un exemple un peu extrême, là, la plupart du temps, c'est des campagnes européennes. Alors les campagnes globales, on en a très très peu, honnêtement, on en a très peu. On en a de temps en temps sur Pringles, de temps en temps sur Special K, mais la plupart du temps, toutes les campagnes que tu peux voir en France, elles vont venir plutôt de notre bureau Europe, qui est situé en Irlande, à Dublin. Et c'est la quasi-intégralité en fait de nos communications, on va dire, télé et puis digital classique. Votre vol, en gros, pour résumer. Mais après, si on se parle d'influence, alors là, l'influence, elle est 100% dans nos mains en local. Tous les pays ont une stratégie d'influence. Donc ça répond aussi à ta question, parce que oui, il y a une stratégie globale, mais les contenus ne sont pas globaux. En fait, c'est ça, c'est tous les pays font de l'influence. C'est pas un copier-coller. Non, mais chaque pays prend en main sa stratégie d'influence en propre. Moi, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe donc des gens qui vont gérer les marques, leurs performances, leurs plans, etc. Mais j'ai aussi une experte que je salue d'ailleurs, Héloïse, qui est experte en digital et social. Et elle, son travail, c'est d'aider toutes les marques de mon portefeuille à, on va dire, affiner leur stratégie, à aller contacter les bonnes agences en termes d'influence, etc. D'accord. Ok, donc c'est vraiment une création ad hoc française, localisée en fonction de tes objectifs et tes partenaires que tu peux avoir sur le marché français aussi, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs partenaires par marché aussi, logiquement. Donc après, ce qu'on va localiser, c'est plutôt le thème de la campagne. Donc le thème de la campagne, lui, souvent, il peut venir de notre siège européen. Tu vois, on va pas investir un nouveau thème qui n'a rien à voir avec la campagne qui est faite dans tous les autres pays d'Europe. Par contre, nous, on a une liberté totale sur qui on contacte, l'exécution, comment on fait, etc. C'est plus l'exécution. Il y a une directive globale ou régionale, et en tout cas, après, tu as une exécution locale. Exactement. Ok. Et aujourd'hui, la part des investissements sur les social media et influenceurs, est-ce que c'est une part importante par rapport au mix, par rapport à ton budget ? Sans donner de chiffres, on va pas rentrer dans le détail, mais juste pour voir un tout petit peu le poids que prennent ces leviers d'activation, étant stratégique. Mais est-ce que c'est cost-effectif pour vous ? Est-ce que du coup c'est intéressant ? Mais quelle est la part un peu d'investissement ? Est-ce que tu investis plus sur les influenceurs que sur la création de brand content social media ou bien pas ? Oui, donc ça pèse quand même beaucoup. J'ai dit que c'était stratégique, ça pèse à peu près 20% comme dans nos investissements. Donc c'est beaucoup par rapport à d'autres plateformes qu'on peut utiliser. Donc l'influence, c'est voilà, 1 euro sur 5 qu'on débourse d'un point de vue local. Et notamment sur des marques très très drivées comme Trésor et Pringles. Et ça, c'est de façon ponctuelle ? Enfin, c'est des campagnes que vous faites de façon ponctuelle, annuelle,
Comment vous maîtrisez un peu ce flux? Parce que je ne sais même pas si vous avez un groupe d'ambassadeurs, si on peut les appeler comme ça. Ouais, alors ça, c'est une super question, notamment parce que ça a été notre réflexion à la jonction entre 2021 et 2022. Ouais. Donc tu as touché pile dans le mille. Jusqu'en 2021, en fait, on faisait plutôt des campagnes un peu au coup par coup. C'est-à-dire qu'on avait une problématique, typiquement un lancement de produit, une nouvelle campagne qui venait de la structure européenne qu'on voulait amplifier de façon locale avec plus de share, tu vois, avec des influenceurs. Mais disons que on avait des influenceurs du coup pendant 2-3 mois, potentiellement 6 mois, ça dure un peu, mais ni avant ni après, il y avait de continuité. Et en fait, ça a été une de nos réflexions en tant qu'équipe là à la sortie de l'été 2021, en disant il faut qu'on teste quelque chose d'autre. Et donc sur 2022, on est en train de monter une campagne justement, tant que le mot ambassadeur, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle, où sur toutes nos marques, en fait, on va avoir des ambassadeurs sur la durée. Sur plutôt du 6, 9, 12 mois tu vois, à venir, où les gens vont prendre leur parole auprès de leur communauté. Il y aura des tout petits influenceurs, vraiment, ça va de la nano à la macro. Et voilà, donc des prises de parole beaucoup plus régulières. L'enjeu pour nous dans ce cas-là, c'est de trouver des influenceurs auxquels on peut faire confiance sur la qualité du contenu, tu vois, la cohérence d'un contenu à l'autre, parce que comme c'est dans la durée, il faut un peu garantir ça aussi, le ton, le style, etc. Donc ça, c'est hyper important, ça met presque encore un peu plus de pression pour trouver les bons partenaires influence, puisque ça va être sur la durée, quoi. Donc ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On sent qu'il y a un peu un virage là-dessus sur l'authenticité. Et l'authenticité, elle est simple à faire sur du one-shot pendant 3 mois, mais ça fait un peu quand même un peu publicitaire, on va dire, pour dire les mots. Alors là, je te donne mon avis à moi en tant que professionnel, mais c'est vrai que c'est en mode campagne. C'est-à-dire, du coup, c'est des activations, c'est des campagnes, un brief, un produit, un casting, et tu changes à chaque fois. Ce qui est intéressant, parce que tu vas aller très loin et très haut selon l'affinité de tes castings et tes produits, mais tu ne crées pas de rétention, tu ne crées pas d'ambassadorship, de famille, de récurrence aussi avec les mêmes. Et aujourd'hui, on a des réseaux ou des followers qui veulent de l'authenticité. Donc, ils en ont un peu marre de voir les influenceurs passer d'un produit à l'autre et d'avoir une continuité. Tu vois, on travaille beaucoup pour Mini et pour Magnum, pour pas les citer. C'est des programmes qu'on fait depuis 2015 sur Mini et 2017 sur Magnum, où on a toute une famille qui est fan de la marque et qui adore la marque et qu'on va activer selon les temps forts, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement une très bonne réflexion de l'avoir. C'est un temps long, c'est pas les mêmes impacts, c'est pas les mêmes investissements aussi. Des fois, ça peut être, je dis pas plus cost-effectif, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et en même temps, c'est pas les mêmes résultats, mais tu assois ta part de voix régulière aussi sur la marque. Ça, c'est exactement ça. Donc vraiment, on en est là. Donc ça va se lancer là sur 2022. Je vais pas te donner la longue liste des influenceurs qui vont être concernés, mais il y a vraiment des bons partenariats qui vont se créer. Et dans le choix des influenceurs, il y a eu énormément de boulot en amont. On prend évidemment des gens qui aiment de façon naturelle, authentique nos produits. Déjà qu'on le fait quand on fait des campagnes un petit peu court terme. Mais là, en plus, quand on est sur du long terme, tu vois, la partie affinitaire organique, je dirais, elle est hyper importante. Il faut que les gens se sentent hyper à l'aise avec le fait de parler de nos produits pendant 1 an. Oui, et puis de les intégrer à leur vie quotidienne, parce que c'est un peu ça qu'on va leur demander, j'imagine. Exactement. De vivre avec. Donc, tu peux pas demander, tu peux pas parachuter un paquet de céréales Coco Pops dans un foyer qui n'a jamais mangé ni céréales enfant ni Coco Pops, ce serait pas très intéressant. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Génial. Et aujourd'hui, la France, par rapport à ça, c'est un pays plutôt en avance sur ces réflexions par rapport à ce que tu peux voir au niveau de la région ou... Alors franchement, tous les pays chez Kellogg sont vraiment emparés de l'influence. Donc j'aimerais dire cocorico et qu'on est hyper en avance là-dessus. Honnêtement, c'est pas le cas. Il y a plein de pays qui ont fait des super campagnes d'influence ou sur les nouvelles plateformes. Tu vois, on a fait une campagne TikTok en Russie qui a cartonné, tu vois, plusieurs milliards de vues, etc. Enfin, en fait, il y a vraiment beaucoup de super best case chez nous. Là où je pense qu'on a peut-être commencer à prendre un virage un peu justement, c'est sur ce programme ambassadeur où aujourd'hui j'en ai pas encore entendu parler dans les autres pays. Donc ça c'est quelque chose où on va pouvoir utiliser les résultats français pour aussi pouvoir aider les autres pays, parce que l'intérêt d'avoir une structure européenne, c'est aussi pouvoir partager les bonnes pratiques et pouvoir les répliquer dans d'autres pays si possible. Et aujourd'hui, tu parlais un peu de nouvelles plateformes, mais vous êtes aussi très impliqué sur le e-sport, de ce que j'ai pu voir. Comment t'expliques ça ? Est-ce que c'est un choix personnel, parce que tu adores le e-sport, ou bien est-ce que c'est tes cibles qui t'ont emmené là-dessus finalement ? Alors je vais être coincé, parce que c'est les deux. Là tu m'as coincé là. En fait, aujourd'hui, vu les cibles à qui on veut parler, et notamment sur Trésor, et notamment sur Pringles,
ne pas évoquer le centre d'intérêt du gaming en général et de l'e-sport en particulier, j'ai presque envie de dire c'est une faute professionnelle. Bien sûr. Donc moi, le premier insight qui me remonte, c'est je regarde mes cibles et en fait ces cibles-là, elles consomment du contenu. D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la discussion influence parce que les gens qui vont produire du contenu sur Twitch notamment, c'est des streamers. Les streamers, en fait, ce sont des influenceurs qui parlent à leur communauté, sauf qu'ils le font sur un format live streaming, donc de la vidéo live. Mais sinon, honnêtement, c'est exactement les mêmes codes, c'est-à-dire une communauté hyper engagée, qui a des codes de discussion, qui a des références internes, etc. Donc vraiment, c'est une communauté qui en plus interagit via un chat en live sur Twitch, etc. Donc hyper intéressant d'essayer de faire rentrer sa marque dans ce genre de discussion très naturelle et en live. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est oui, ma cible, elle consomme, elle aime, elle s'intéresse à l'e-sport et au gaming. Et après, moi, d'un point de vue personnel, je l'avoue, j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Je joue complètement de façon adulte. Donc occasionnel, du coup. Exactement, un peu plus occasionnel. J'avoue que j'ai trouvé un travail qui m'occupait pas mal au final dans la journée, donc j'ai un petit peu moins de temps libre. Mais moi, je m'y intéresse aussi. Tu vois, moi, je regarde personnellement de l'e-sport sur Twitch. J'ai pas de télé à la maison, donc moi, mon écran, ça va être les plateformes. On va pas citer, mais les Netflix et compagnie. Et puis ça va être beaucoup Twitch en fait. Donc moi, je consomme moi-même personnellement du contenu sur ces plateformes-là. Donc, alors ça me sert du coup d'un point de vue pro. Donc ça c'est super parce que je connais un petit peu plus les codes aussi, puis les intervenants juste sur ces plateformes. Voilà, donc c'est un peu un mix des deux. Très bien, et c'est plutôt bien, non ? C'est plutôt efficace. Et en même temps, comment tu fais une campagne sur Twitch, par exemple sur des lives ? Donc on imagine, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui jouent à des jeux, qui sont broadcastés en live. Et avec une interaction par un chat ou par des discussions qu'ils peuvent avoir en répondant aux questions qu'ils posent. Comment tu places tes produits ? C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger des Pringles tout le temps ou bien ils sont au petit-déj le matin ? Comment tu arrives à faire cette intégration produit dans un format où finalement ils doivent être super concentrés en général ? Comment un petit exemple, juste pour qu'on puisse comprendre non, mais complètement. Les éditeurs en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur Twitch aujourd'hui, il y a plein de types de contenus différents. Et tu vois, on est rentré sur Twitch en 2017 déjà avec Trésor. Donc honnêtement, on était quasiment parmi les premiers, notamment en grande consommation avec Trésor. Et c'était juste, on faisait de la publicité en pré-roll. Donc un peu comme quand tu vas regarder ta première vidéo sur YouTube, avant que le live commence du coup de ton influenceur streamer préféré, il y avait 4, 5, 10 secondes de publicité Trésor qui passait. Donc ça, c'était la façon, je dirais, publicitaire classique où tu utilises Twitch comme une plateforme, comme tu pourrais utiliser Instagram, YouTube ou Twitter. Donc ça, c'est la première façon. On l'a beaucoup fait en 2017. On a aussi rapidement switché vers de l'influence. Donc on était allé voir 2 influenceurs Twitch pour le coup, qui pendant leur live, comme tu le disais tout à l'heure, donc eux ils jouent aux jeux vidéo, et puis il y avait des petits moments de jeu avec leur communauté dans le chat où ça parlait de notre marque, de notre activation du moment, qu'est-ce qu'on fait gagner en ce moment avec Trésor, etc. Donc ça c'est une autre façon de faire. Et en fait aujourd'hui Twitch est quand même beaucoup plus mature, on va dire, que ce qu'on a pu connaître en 2017-2018 justement. Et Twitch aujourd'hui, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a des émissions qui n'ont quasiment rien à voir avec le jeu vidéo. Et on a notamment sponsorisé une émission par un influenceur qui lui vient du monde du jeu vidéo à la base, qui s'appelle Domingo. Et Domingo, il fait une émission tous les mardis soirs qui s'appelle Popcorn, et c'est un talk show. Donc c'est un talk show dans lequel il va inviter des artistes, des sportifs, à parler potentiellement pas du tout de jeux vidéo. Donc évidemment que les gens qui regardent sur Twitch l'émission Popcorn, c'est des gens qui, eux, ont une culture jeux vidéo très forte. Donc quand on va les toucher, leur parler dans le cadre de Popcorn, on va pas leur dire bonjour, vous allez gagner un voyage au Mexique. C'est pas très très intéressant. Bon, donc quand on va leur parler sur cette plateforme-là, même si l'émission en elle-même ne parle pas de jeux vidéo, nous on va promouvoir nos partenariats avec PlayStation, avec Xbox, comme on a en ce moment par exemple, ou avec des jeux comme League of Legends. Et ça, c'est hyper intéressant pour la communauté qui est devant son écran en ce moment-là. Petit chiffre quand même, c'est Popcorn, c'est des émissions qui peuvent aller réunir jusqu'à 80 000 ou 100 000 personnes en live de façon simultanée devant l'émission le mardi soir. Donc en fait, ça a le poids d'une bonne petite chaîne de la télé classique, je dirais. Donc c'est vraiment des audiences hyper importantes et en plus elles sont hyper engagées parce qu'on va pas juste passer un message, mais on va demander du feedback de la part des consommateurs, on va discuter du produit potentiellement, etc. Donc et en plus c'est sur un temps long, c'est une émission qui dure 2 heures, donc c'est pas un petit spot de 5 secondes.
avec aucun message très très intéressant à faire passer. C'est sur du temps long. La marque, elle peut avoir 1, 2, 3, 4 interventions pendant ce live de 2 heures. Donc c'est hyper intéressant comme format. D'accord. Donc bientôt tu vas renommer l'émission Trésor. Faudrait que tu changes le nom. Exactement. Idéalement. Faut que j'en parle à Domingo. Pour aller jusqu'au fond, jusqu'à fond du concept. Non, mais je te dis, c'est un bon point parce que tu vois, on avait un partenariat, pour le coup pas avec Trésor, mais avec Pringles dans cette émission. Pardon. Et on avait nommé une petite séquence de cette émission qui s'appelait le Pop Quiz. Ouais. Nous, le pop, c'est un élément hyper structurant de la marque Pringles. C'est le pop quand on ouvre la boîte de Pringles. Et en fait, on avait fait un pop quiz où ce jour-là, il y avait une 60aine de milliers de personnes qui étaient devant l'écran. Il y en a 30 000 qui ont participé en direct dans le chat en tapant leur réponse à un quiz. D'accord. Et pour gagner, en l'occurrence, c'était avec Xbox. Donc, c'était hyper intéressant de voir justement qu'on peut nommer. Il y avait un logo, Pringles. Enfin, c'était très très assumé aussi. Donc, c'est quasiment de la télé aujourd'hui. Donc c'était du format télé, live télé, honnêtement, qui en l'occurrence se trouvait sur une plateforme qui se professionnalise vachement et qui est vachement vertical, quoi, par rapport au cible. Avec des équipes de production hyper quali, en l'occurrence, chez eux. Ouais. Bon, top. Et aujourd'hui, l'influence, ça fait combien de temps à peu près? Parce qu'on a parlé là de la transition année 21-22 avec les ambassadeurs, mais ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez? Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une belle maturité, c'est que moi la première campagne que j'ai retrouvée là, c'était 2010 sur Trésor déjà. Pourtant la marque était vraiment pas grande en 2010. On était passé avec un YouTuber comique qui s'appelle Max Boublil, qui existe toujours d'ailleurs, qui joue dans les films maintenant, qui est plutôt acteur, et on lui avait fait en fait incarner un personnage un peu loufoque pour parler de la promotion du moment, qui était pour gagner de l'argent. C'était en cash à l'époque, on ne fait plus trop ça aujourd'hui. Non, plus on n'a plus vraiment le droit, mais on faisait gagner de l'argent en cash grâce à Trésor. Et c'était vraiment hyper intéressant. Je me rappelle très bien, j'étais donc juste arrivé chez Kellogg's à ce moment-là. Je n'étais pas sur la marque, mais je me rappelle un peu du choc, tu vois, d'avoir eu cette personne qui parlait de notre marque avec un ton complètement décalé et complètement irrévérencieux quasiment, tu vois. Et je me rappelle très bien des réactions du directeur marketing de l'époque qui regardait ça de façon un peu je vous fais confiance, mais pas trop. Faites attention. Mais vous n'avez pas fait un truc à une époque? Moi, je me rappelle, j'étais avant un peu influenceur en 2005-2006. J'avais fait un truc avec Pringles. J'avais été invité avec un mec qui s'appelait Vendetta, ou un YouTuber, je crois aussi. Absolument. Mais c'était il y a longtemps. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'était avant qu'on rachète Pringles. C'était avant. Tout à fait, c'était au moment où Pringles était chez P&G, et tout à fait, c'était avec je me rappelle Michael déjà Vendetta. De ce truc-là, Michael Vendetta. Tout à fait. C'était lunaire. Bon, heureusement que c'est venu chez vous, c'est Je sais pas si lui a survécu à tout ça, mais il était gros pendant un moment, Michael Vendetta. Je crois qu'il a même pas survécu à la campagne. Tout court. Ok, super. Aujourd'hui, le rôle des influenceurs. On en parle, c'est très bien, tout le monde en fait. Quel rôle vous leur assignez aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un vrai rôle de conversion, c'est-à-dire de vente ou de drive-to, de notoriété? Comment aujourd'hui vous les mesurez? En nous, ça va un peu dépendre du type d'influenceur qu'on a en partenariat avec nous. Quand on prend, j'ai dit tout à l'heure, on fait souvent dans nos campagnes, on fait un mix du nano jusqu'au macro. Nano pour vous, c'est à partir de combien? C'est vraiment ça peut être des très petits, quelques dizaines en fait seulement de followers potentiellement. Donc vraiment dizaines. Des tout petits. Ouais, des tout petits. Mais dans ce cas-là, tu peux en avoir. Je suis un macro alors. Une belle quantité. Un macro, on peut se rendre. Parce que 10 followers, c'est quand même très peu. Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, d'accord. Donc en fait, quand on fait des campagnes avec des tout petits influenceurs, on va dire, ce qu'on va aller chercher, évidemment, tu vois, c'est l'engagement des communautés. Eux, ils ont des taux d'engagement qui sont pas, tu vois, les classiques 1, 2, 3%. Ils vont aller chercher des 7, des 8, des 10. Ce qui est hyper intéressant pour nous parce qu'on peut avoir aussi beaucoup de retours par rapport à nos campagnes. Et après, ça nous aide potentiellement à aller nourrir les discours pour les influenceurs qu'on va forcément payer un petit peu plus cher parce qu'ils ont tout simplement plus de followers. Et ça peut des fois nous aider un petit peu à affiner nos discours aussi avec les gros. Donc, ce qu'on va chercher, c'est pas forcément directement un drive to purchase. Pour être très clair, on va pas chercher de l'achat immédiatement, de la conversion pure et nette. Vous vendez en ligne aujourd'hui ou... On vend en ligne. En grande consommation, la vente en ligne est quand même compliquée via l'e-commerce. Ouais, c'est ça. Quasiment intégralement via e-commerce, même des plateformes comme Amazon sur lesquelles on opère aussi. On a même un shop dédié Pringles sur Amazon. Ça reste quand même assez confidentiel, tu vois, en termes de volume par rapport au reste de ce qu'on peut faire. Le e-commerce est gros par contre. Donc ça fait l'avantage quand même, et je pense que c'est probablement pour ça que tu poses la question, l'avantage d'avoir du e-commerce assez important, c'est que quand tu es déjà en ligne avec une campagne d'influence, quelque part tu es juste un clic plus loin que l'arrivée sur un site marchand.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va fixer comme KPI. Les KPI qu'on va fixer, ça va être de l'impression, de l'engagement principalement. Et donc, selon si on s'adresse à des petits ou des gros influenceurs, on va évidemment plutôt regarder plus les impressions sur les gros et plus l'engagement sur les petits. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez, alors nous, dans notre jargon interne, on appelle ça des personas. On travaille les personas par rapport aux plateformes de marque, par rapport aux plateformes du global, du local. Des fois, c'est pas les mêmes. Enfin, ça s'adapte. Est-ce que vous travaillez aussi comme ça, vous, dans vos castings, quand vous travaillez les castings avec votre partenaire? Est-ce que vous faites très attention à cette notion de persona? Enfin, je ne veux pas dire en regardant que les cibles, enfin que les audiences, mais en général de tout ce que peut la personnalité de l'influenceur. Est-ce que c'est des choses que vous regardez aussi? Donc oui, c'est hyper important. Ouais. Donc nous, on a un avis sur le contenu, on a même un avis de nous-mêmes d'un point de vue, on va dire, expert sur les KPIs quantitatifs qu'on peut fixer. Mais on passe pas mal de temps aussi juste à regarder du contenu quand on a une liste d'influenceurs devant nous, à regarder un petit peu le ton et style de chaque influenceur. Et après, la partie quanti, ce qui va être intéressant, c'est justement, comme tu disais, le fit de la cible, à peu près la tranche d'âge, à peu près, tu vois, les CSP, à peu près la répartition de sexe selon les marques, tu vois, ou selon le thème de la campagne. On peut avoir besoin plutôt d'un équilibre ou d'un déséquilibre de façon totalement assumée. Donc oui, on passe beaucoup de temps en fait là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des éléments clés du brief. C'est vraiment, ça doit pas être une surprise qu'on rejette ou qu'on accepte un influenceur quand il nous est proposé, quoi. Ouais, mais du coup, il faut le connaître. Enfin, ça implique de le connaître ou de le rencontrer, parce que tu peux pas non plus totalement croire les réseaux, l'image projetée. Parce que des fois, c'est bien sur les réseaux, mais en réalité, s'il y a des événements ou quoi, ça peut être plus complexe, quoi. Alors, il y en a certains qu'on rencontre directement. Ouais, c'est ça. Toi, je t'ai parlé tout à l'heure de Domingo avec Popcorn. Typiquement, avec l'équipe dédiée à ce moment-là, on s'est déplacé dans ses locaux et on l'a rencontré, on lui a parlé, lui, toute l'équipe qu'il avait autour de lui. On essaie de le faire. Donc, on se base un peu là-dessus, quoi. Ok. Et aujourd'hui, en termes de plateforme, on a parlé de Twitch. On a un peu évoqué rapidement TikTok sur un succès. Aujourd'hui, c'est quoi vos plateformes préférées? Enfin, les plateformes du moment, j'imagine que vous travaillez toutes les plateformes, mais quelle est celle la plus intéressante pour toi aujourd'hui? On travaille vraiment toutes les plateformes, ça c'est clair. On est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitch. On est vraiment sur toutes les plateformes aujourd'hui. Et après, encore une fois, selon l'objectif vraiment marketing qu'on a derrière, si on va chercher de l'interaction, on va plutôt aller sur du Twitch, sur du Twitter. Si on veut chercher de la créativité, du contenu, tu vois, qui va être un peu décalé, s'approprier notre marque, mais d'une façon un peu plus libre, TikTok aujourd'hui est hyper intéressant pour ça. On a fait sur TikTok des choses en organique. On a aussi fait des challenges, tu sais, les hashtags challenge pour pouvoir avoir un petit peu de traction, donc vraiment en payant pour le coup la visibilité, etc. Ça a cartonné. Toi, sur Pringles, on a fait un Pringles challenge où les gens devaient sauter dans une canne et en ressortir en étant déguisés différemment. Enfin, c'était vraiment libre à eux en fait. Tant qu'ils sautaient dans la canne, qu'ils en ressortaient. Et ce challenge-là a été lancé par 6-7 influenceurs qui après eux ont essaimé. C'était pas des très gros influenceurs, mais ils ont essaimé un petit peu des styles différents. Et du coup, les gens se sont appropriés ça. On a fait, je crois, 95 millions de vues en 48 heures. Là, je parle vraiment de la France en plus. Ouais, après, c'est les chiffres TikTok. Alors, c'est les chiffres TikTok. Il faut diviser par 10, si je peux me permettre. Parce qu'une seconde égale une vue, ça va vite. Non, mais ceci, c'est intéressant sur TikTok parce que donc, nous, sur la partie campagne paid, sur le paid, on va regarder les vidéos vues 100%. Et sur TikTok, 95%. Donc en fait, c'est très comparable. Donc nous, quand on va regarder les KPIs... sur le paid, oui, ça c'est sûr. Voilà, sur le paid, on va vraiment pouvoir comparer, tu vois, à 100%, on va dire, les différentes plateformes, leurs performances. Et donc en effet, il n'y aura pas le biais de la première seconde et de la répétition de la boucle sur TikTok. Sur les campagnes organiques, c'est un petit peu différent. On va prendre en général le KPI qui est le plus pertinent selon la plateforme. Donc ça va être la vue à 1 seconde, ça va être la vue à 3 secondes. Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins comparable. Et c'est vrai que des fois, on compare un peu des choux et des carottes. Ouais, ce qui est un peu le problème avec cette plateforme, c'est que c'est assez obscur de l'extérieur quand même, à part faire du paid, ce qui est un peu la logique, j'imagine, pour eux, mais bon, c'est toujours des chiffres incroyables et qui des fois sont un peu tronqués, quoi. On a parlé de types d'influenceurs, donc des nanos, des médiums, des micros. Est-ce que vous travaillez aussi avec des célébrités? Enfin, vous avez ce genre d'approche de célébrités sur les réseaux? Alors très peu ou quasiment pas, quasiment pas. Honnêtement, on va quasiment jamais côté vraiment célébrité. On le fait pas parce qu'on est aussi dans des produits vraiment du quotidien et on essaye. Tu vois, je pense qu'il y a plein de marques dans d'autres domaines. On a parlé du luxe très rapidement tout à l'heure, mais j'imagine que même dans plein d'autres domaines, c'est intéressant d'avoir une célébrité qui représente sa marque.
Nous, ce qu'on aime, c'est juste, voilà, tu vois, un peu les Français du quotidien, et c'est aussi probablement les influenceurs un petit peu plus petits qui nous font des contenus de qualité et qui parlent juste à nos consommateurs. Tu vois, on n'est pas en train de vendre une Ferrari non plus, on vend un petit déjeuner hyper gourmand, on vend de la nutrition, on vend un apéro super sympa, etc. Donc nous, on va pas vraiment vers la célébrité. Là où ça commence presque à s'en rapprocher un petit peu, par contre, c'est que on est en train de beaucoup travailler avec Timothée Adolphe, qui est un athlète paralympique qui est atteint de cécité. Et en fait, il devient un peu une célébrité. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai vu là dans le clip du gouvernement pour la journée des droits des femmes, pas plus tard que hier, aux côtés de Mbappé, etc. Donc comme plutôt des noms un peu sérieux. Et Timothée Adolphe était là. Et voilà, donc s'associer à ce genre de personnes. Et on est venu à lui parce que on a apposé sur nos paquets de céréales dans toute l'Europe et notamment là en France, c'est en train d'arriver maintenant sur les paquets de Special K, un code qui est un peu comme un QR code mais qui s'appelle un code Navilens et qui en fait permet avec une application dédiée de reconnaître à 3 mètres de distance le code et de donner en voix digitale le nom du produit et la liste d'ingrédients, etc. Ce qui est évidemment hyper important quand tu es juste soit chez toi en train de scanner et que tu n'as pas malheureusement une vue parfaite. Et donc voilà, donc ça c'est hyper important et ce genre de partenariat avec des athlètes qui ont quand même une certaine notoriété, c'est un petit peu nouveau pour nous, à voir, tu vois, comment ça se développe. Là aujourd'hui, c'est vraiment autour de cette initiative en premier lieu, mais tu vois, pourquoi pas, il y a les JO 2024 qui arrivent. Ouais, c'est intéressant. Quelqu'un, peut-être, tu vois, il est en plus hyper sincère par rapport à nos produits, il adore nos produits, il nous le dit tout le temps, donc c'est hyper sympa. Ouais. Bon, j'imagine télé-réalité, on n'en parle pas. Ou pas? Non. Enfin, je sais pas. Non, on n'en parle pas, on l'a pas fait. C'est pas dans votre stratégie, j'imagine. Pour le coup, le fit en termes de cible fonctionnerait plutôt bien. Tu vois, c'est très populaire. Les produits sont très populaires du quotidien. Ça pourrait fitter. Après, c'est plus pour des notions d'image et pour le coup, de sécurité des messages, quoi. Ouais. Et le guideline interne, j'imagine. Ouais. Tu peux pas trop aller loin, quoi. On vous laisse jouer, mais pas trop quand même. Hein. Faut pas. Donc, tu as cité le gros groupe américain tout à l'heure. Il faut quand même pas non plus franchir toutes les lignes. C'est logique, hein, c'est logique. Ok. Aujourd'hui, on a parlé de KPI tout à l'heure. On a parlé d'impression, d'engagement. Est-ce que vous allez avoir aujourd'hui, pour aller faire le succès d'une campagne, vous allez avoir plusieurs critères, effectivement les chiffres d'audience, les impressions, etc. Est-ce que vous intégrez aussi un KPI créatif ou un KPI de création? Un KPI qualitatif plutôt, je dirais, de création, oui. Après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et puis on n'a pas forcément envie d'avoir, tu vois, une maîtrise ou des corrections sans fin. Tu valides pas les contenus avant publication? On les valide avant publication, oui. Mais en général, plutôt sur les éléments, tu vois, nutritionnels, légaux, et puis un petit peu corporate, on va dire, que les messages soient bien les bons. La partie création, par contre, honnêtement, nous, on fait confiance à l'influenceur, on l'a sélectionné en amont, on le paye pour qu'il génère de la créativité qui va aller à son audience, et tu vois, on est un peu personne pour juger du fit entre sa création et ça. Donc après, le KPI, par contre, quali, ça va être utiliser les outils de tracking, de social listening, typiquement, pour voir un petit peu dans les commentaires qu'est-ce qui se dit, pour dépasser, je dirais, les KPI purement quantitatifs, quoi. D'accord. Et ça, c'est probablement quelque chose, tu vois, aussi, on se disait, on a parlé un petit peu de l'évolution de l'influence dans les 10 dernières années. Il y a 10 ans, c'était purement quanti. Aujourd'hui, on intègre quand même énormément de notions de social listening. On a envie de savoir ce que les gens ont dit de notre campagne d'influence et pas juste combien de personnes l'ont vu le message et combien de personnes ont cliqué sur le contenu, quoi. Ouais. Mais en même temps, tu as aussi un besoin de te différencier. Là, tu as cité les produits Pringles et Trésor, qui sont des produits, emblématiques. Si j'ai la canne Pringles et que je suis en train d'en manger un, donc, du coup, c'est difficile de ne pas faire du placement de produits comme ça. Ouais. Mais du coup, c'est aussi, à l'inverse, compliqué d'intégrer votre marque dans une création originale. Parce que du coup, il faut voir le produit. C'est pas un vêtement, c'est pas... Enfin, vous n'avez pas un produit suffisamment, reconnaissable de loin, même si la canne, c'est quand même un élément très fort pour Pringles. Mais du coup, c'est des éléments que vous intégrez aussi dans les créations, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de branding, j'imagine. Oui, donc complètement. Oui, parce qu'on n'est pas non plus là, tu vois, pour que le parce qu'un bol de céréales de loin, on ne voit pas que c'est le vôtre, quoi. Enfin... Exactement. Et comme on n'est pas dans le placement classique, c'est pour ça nous, ce qu'on aime, c'est quand l'influenceur donne juste un rôle à notre marque ou à notre produit. Mais de façon, tu vois, très intégrée, très saine, et pas juste je prends un petit déjeuner, j'ai faim, donc par magie j'ai un bol de Trésor qui se présente à moi. Ouais.
Et ça paraît un peu idiot de dire ça, mais honnêtement, c'est hyper important parce qu'il y a des influenceurs qui savent très bien donner un rôle de façon hyper naturelle. Du coup, ça fait pas du tout placement de produit. Ça fait juste, sincèrement, moi, c'est mon petit déjeuner parce que. Voilà. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de lui écrire, 50 raisons d'aimer Trésor. Ces raisons, ça va peut-être même pas forcément être celles que nous, on aurait eu en tête à la base, mais il va les donner parce que c'est sincère. Donc, le choix, le brief en amont, il va vraiment être clé. Et après, on parlait de créativité. Toi, sur TikTok, on est passé avec un influenceur TikTok qui fait, lui, son credo, c'est de faire des créations 3D. Et donc, en fait, typiquement, normalement, on lui aurait juste envoyé un paquet de céréales, et puis, je sais pas, un bol ou un goodies ou un truc comme ça, mais pas beaucoup plus, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire pour un peu n'importe qui. Mais comme lui, son but, c'est d'exciter sa communauté avec des créations 3D intégrées dans des environnements, genre dans la rue, etc. Je te donnerai le nom tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on lui a donné, là, pour le coup, nos fichiers, bruts de packaging, ce qui fait qu'il a pu intégrer ça à ses créations. Et après, voilà, on l'a laissé faire, on lui a donné du matériel qu'on donne pas forcément à d'autres influenceurs, quoi. Tu pourrais même demain lui confier la création d'un packaging digital ou une édition limitée si besoin. Exactement. Et ça, on l'a fait aussi, on l'a fait notamment en Angleterre pas mal, c'est avoir un petit peu, des paquets personnalisés avec les photos des influenceurs dessus, etc. Et après, des fois, ils faisaient gagner 5, 10 paquets à leur communauté. Donc, du coup, c'était hyper valorisant pour leur communauté parce que tu faisais partie des 10 seulement au monde qui avaient un paquet de céréales qui, au lieu de juste dire trésor, disait trésor et une photo de ton influenceur. Tu nous as parlé de Twitch tout à l'heure, d'e-sport en général. Est-ce que c'est des campagnes que vous allez continuer, des plateformes sur lesquelles vous allez réinvestir, et où est-ce que vous avez tu peux nous donner une petite exclue sur la prochaine campagne qui arrive, et où Twitch ou pas, j'en sais rien, tu vas nous dire, mais ma question c'est, est-ce que Twitch va vraiment être un régulier, une plateforme régulière, et quels sont peut-être les projets que vous avez là-dessus à moyen terme? Donc oui, Twitch est une plateforme aujourd'hui. Toi, tout à l'heure, tu me posais une question. Est-ce que l'influence fait partie de ta stratégie? Oui. Est-ce que Twitch fait partie aujourd'hui de tes plateformes régulières et déjà signées quasiment d'avance pour 2023-2024? Oui aussi. Aujourd'hui, nous, on est hyper satisfait de la façon dont on touche notre audience sur Twitch. Et satisfait, c'est pas juste d'un point de vue qualitatif, pour le coup, c'est qu'on traque nos campagnes, notamment sur toutes les plateformes médias, avec un outil de modélisation interne qui va comparer les performances, pas seulement en KPI média, mais vraiment là pour le coup, pour aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire la sortie caisse. Donc vraiment le lien entre combien d'argent j'ai investi sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, et combien j'ai vendu de paquets de céréales, combien j'ai généré d'argent en sortie de caisse grâce à nos panélistes type Iri ou Kantar. Et donc en fait, Twitch aujourd'hui se retrouve dans le trio, de tête des plateformes avec lesquelles on travaille le mieux et avec lesquelles on a des ROI hyper satisfaisants. Donc sachant ça, plus sachant le fait que notre audience, comme je disais tout à l'heure, notamment sur certaines marques comme Trésor et Pringles, va beaucoup sur Twitch, l'audience de Twitch augmente d'année en année, notamment avec une énorme explosion depuis 2020. Et les premiers confinements, mais en fait, ça s'est complètement construit et consolidé, tu vois. Oui, puis ça s'ouvre un peu à autre chose que du sport. Exactement. Que du gaming. Comme je disais, aujourd'hui, le gaming, c'était peut-être le cœur, et ça reste encore le cœur du contenu qui est sur Twitch, mais le contenu aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe que ça. Donc, potentiellement, même demain, il y a d'autres centres d'intérêt qui vont aller migrer vers Twitch. Et donc, nous, notre job, ça va probablement être de voir comment accompagner ça, comment suivre ça, ou même l'anticiper, quoi. Et du coup, tu suis vraiment. Alors, donc, tu as une plateforme interne qui va te dire, tiens, l'impact sur les ventes, au moment de la campagne Twitch, parce que j'imagine que tu ne mets pas toutes les campagnes en même temps, te permet d'isoler finalement la part de plateforme dans l'achat. Exactement. Ouais. Donc ça, en fait, c'est un outil de même. modélisation. Donc ça, c'est assez rare. Et pour en parler à beaucoup de mes amis dans d'autres entreprises équivalentes, c'est un outil assez rare, honnêtement. C'est un outil qu'on a mis du temps à calibrer en interne. Ça fait maintenant 5 ans qu'en fait, il y a des données de tous les pays d'Europe. Ça, c'est un outil européen. Donc, tous les pays d'Europe qui vont aller, nourrir cet outil-là. Dedans, t'as tout, t'as y compris même la saisonnalité, tu vois. On n'est pas dans les glaces, donc on n'a pas des saisonnalités énormes comme les bières ou les glaces. Tu parlais de Magnum tout à l'heure. Mais sur les céréales, quand même, il y a un petit peu de saisonnalité, tu vois, selon les mois. Il y a des fois des variantes de chocolat qui sont un petit peu moins plébiscitées pendant l'été par rapport à d'autres saisons, etc. Donc on prend ça en compte, on prend les actions des concurrents, on prend les actions de notre promotion aussi, même en magasin, on prend les actions couponing, tu vois, qu'on peut faire par ailleurs. Donc les actions shopper, les actions consommateurs, on met tout ça dans notre moulinette, comme on l'appelle. Et en fait, tout ça, comme tu nourris beaucoup l'outil avec énormément de data toute l'année, tous les ans, au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est assez pur et qui peut en effet te permettre de déterminer le ROI spécifique de la campagne du mois de juin sur Twitch. D'accord, donc ça c'est génial. Donc ça veut dire pour une fois, on a un vrai outil qui va mesurer l'efficacité d'une campagne d'influence
et pas simplement le j'aime pas ou le côté subjectif qu'on peut tous Exactement. avoir sur une campagne qu'on vient de faire. Exactement. Ce que t'as pas, c'est évidemment l'influenceur A, son ROI en sortie de caisse par rapport à l'influenceur B. Je veux dire. Sauf si tu vas en ligne et que tu as du tracking. On n'est pas là. Ou alors tu as fait une campagne avec un seul influence, plutôt énorme, parce qu'il faut quand même avoir un certain seuil de granularité pour pouvoir comprendre, tu vois, à quel moment l'outil est pertinent ou pas. Mais voilà, on est quand même plutôt sur des campagnes. Donc, même une campagne d'influence un peu générale, en se disant, on a eu 7 ou 8 influenceurs pendant 2-3 mois. On n'aura pas donc la data à l'influenceur, mais on peut exactement savoir combien cette campagne d'influence de 2-3 mois nous a permis de générer en termes de vente. Aujourd'hui, vous faites des campagnes à quoi ? 7-8 influenceurs, une dizaine ou 50 ? Non, on fait plutôt une petite dizaine. En général, quand on fait des campagnes. Là, la campagne influenceur, tu vois, ça va être de 1 à 2 influenceurs par marque. Donc, j'ai cité tout à l'heure les marques qu'on avait. Tu vois, on a en gros 7-8 marques. Sur la partie ambassadeur, tu parles ? Sur la partie ambassadeur, donc pendant l'année. Donc, en gros, ça va être une tu vas avoir 2 influenceurs par marque sur l'année qui vont revenir régulièrement. Exactement. Et des gens, j'imagine, avec qui vous avez déjà travaillé. Alors, pour certains, oui, pour certains, non. Ah oui, des nouveaux. Là, comme en fait, on lance ça, notamment sur le long terme, il y aura une partie test and learn cette année, et puis on verra l'année prochaine qui on reconduit. Super. On va arriver presque vers la fin. Donc, tu nous as pas cité de prochains projets, prochaines campagnes, mais peut-être ça va venir, on va voir. Alors, parce qu'en fait, pour moi, la partie ambassadeur, ça fait partie, tu vois, du côté hyper intéressant. Alors ça se lance quand ? Alors, c'est quand ? Et alors ça se lance là maintenant, directement là, sur Q2, on va commencer à voir des choses. Donc, selon les marques, le timing va être un peu différent. Et après, tu vois, sur des marques comme Pringles, il y a des activations qui ont lieu tous les trimestres. Donc, on va évidemment avoir des influences, notamment beaucoup la gaming et influence cette année. Je peux pas encore le révéler parce que ça, pour le coup, c'est plutôt fin du deuxième trimestre. Ouais, donc on en parlera pas. Mais tu verras, la campagne, elle se prête très très bien au fait d'avoir justement essaimé auprès de plusieurs influenceurs qui vont un peu faire partie d'un concours entre eux et avec leurs followers. Et ça va vraiment être un peu nouveau aussi. Et c'est une campagne qu'on fait avec Havas Sport Entertainment et qui s'annonce vraiment nouvelle et intéressante. Donc là, on a parlé d'agence. Donc on a cité les amis de chez Rich et de chez Havas. Ouais. Du coup, vous avez beaucoup de partenaires sur l'influence ou un seul partenaire ? Parce que je vois que là, par exemple, Twitch, c'est plutôt sport. Donc, c'est plutôt une entité sportive d'une agence. Tout ce qui va être TikTok, c'est peut-être une autre entité, un autre partenaire, peut-être ? Quand on parle vraiment plateforme et influence un peu générique food, on va dire, on passe quasiment intégralement avec Rich, comme je le disais tout à l'heure. Et après, la stratégie plateforme, alors le type de contenu va être extrêmement important. Je pense que je t'apprends rien si tu vas pas sur Twitch avec le même contenu que sur TikTok. Ça, c'est juste une évidence. Mais après, ça va être le job entre nous et l'agence. Tu vois. Par contre, après, oui, en effet, quand on est sur des contenus un peu plus spécifiques, et notamment, je pense là au gaming, on est très bien accompagné. On bosse beaucoup avec Webedia aussi, avec Havas, et selon les plateformes, tu vois, eux-mêmes ont souvent des sous-agences ou des agences même internes. Oui, et puis ils ont des agents, ils sont agents d'influenceurs aussi. Quoi. Exactement. Ok, génial. Pour clôturer un peu cet entretien, parce qu'on pourrait rester des heures là-dessus, mais bon, je pense qu'on a déjà. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde, mais en tout cas, ça peut. Quel conseil tu donnerais à un jeune directeur marketing ou directeur du digital qui commence sa carrière aujourd'hui, qui arrive dans ce monde des réseaux sociaux? Donc c'est un peu le Graal quand même pour un directeur marketing, il faut quand même le rappeler. Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui ? Alors déjà de savourer sa chance, parce qu'en fait le côté multiplateforme, tu vois, qui peut faire un peu peur, c'est quand même une chance juste unique, tu vois, pour un marketeur aujourd'hui, c'est génial, on va pas se mentir, c'est génial de se dire que ta campagne, tu fais pas juste télé, puis télé plus VOD, VOL, comme ça a pu être pendant quelques années, puis oh là là, je mets un pied dans l'influence. Aujourd'hui, tu vois, tu lances une campagne, ton contenu, il va faire 30 secondes en télé, puis 6 secondes en pré-roll sur Twitch, puis sur YouTube, etc. Tu vas avoir de l'influence dedans. Enfin, honnêtement, déjà, c'est juste d'être expert et puis un peu, tu vois, de reconnaître le fait que le monde est hyper diversifié et un peu atomisé en termes de plateforme, mais qu'en fait, c'est bien. Et donc, de savoir faire des choix. Donc, tu vois, le conseil, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai 15 plateformes différentes que je dois être sur les 15. Par contre, c'est d'être fort pour le choix et bien conseiller là-dessus avec les agences partenaires. Bon, c'est le nouveau métier. Hein. C'est là où ça se passe en ce moment. Exactement. Génial. Si tu partais sur une île déserte, si tu refaisais un confinement, on souhaite à personne. On se souhaite pas. Non. Quel livre t'emporteras avec toi ? Est-ce que tu as un livre de référence d'ailleurs ? Alors moi c'est marrant parce que tu vois, je te disais, j'ai pas de télé, je regarde beaucoup Twitch, je suis fan d'e-sport. Ou une plateforme de préférence peut-être. Mais non, justement, j'assume mon côté un petit peu différent là-dessus, c'est que je suis un grand lecteur aussi, et notamment de classiques.
Donc d'un point de vue un peu perso, moi je suis un grand fan de Zola. D'accord. Tu vois, c'est pas très fun, c'est pas très Twitch. Non, mais... J'ai pas encore vu de live streaming sur Zola pour l'instant, mais écoute, je vais lancer moi-même ma chaîne et j'en parlerai. Donc j'adore Zola. Je me suis lancé le défi il y a 6 ans de lire tous les Zola et j'en suis presque arrivé au bout là, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie un peu perso, on va dire. Et d'un point de vue pro, il y a un bouquin qui m'a marqué, que j'ai lu justement dans le confinement de 2020, qui est Principles, qui je crois s'appelle Les Principes du Succès de Ray Dalio, qui est un Américain qui a fondé Bridgewater, qui est juste le fonds d'investissement qui a le plus de succès dans l'histoire des États-Unis. Et en gros, c'est quelqu'un qui, toute sa carrière, a noté des petits principes des petits principes de succès, des petits principes de vie, un peu pro, un peu perso, qui les a partagés avec ses collaborateurs. Plusieurs de ses collaborateurs lui ont dit, mais en fait, c'est génial, tu devrais en faire quelque chose, tu devrais nous partager ça via une note interne, etc. Ouais. Et c'est passé de petites notes sur un papier à note interne à un bouquin qui est un best-seller aux US et que j'ai déjà conseillé à pas mal de personnes de mon équipe parce que c'est vraiment un très très bon livre. Si tu l'as pas encore lu, je te le conseille vraiment. Écoute, j'en ai entendu parler, j'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, mais j'attends peut-être les vacances. J'aurais dû ramener. Ah ouais, dommage. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nicolas ? Écoute, de continuer, de continuer à m'éclater, de réussir à continuer à joindre ces deux passions, cette nécessité pro d'activer mes marques sur les plateformes de gaming et d'e-sport, et puis ce plaisir perso de les voir s'activer sur ce domaine-là. Ouais. Et puis il y a aussi, on a beaucoup parlé de Trésor et Pringles. Je suis un petit peu toujours un petit peu mitigé là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres marques sur lesquelles on fait plein de très très belles choses. On a tenté des belles choses, tu vois, typiquement sur des extras, sur des spécial cards, donc des marques peut-être un petit peu moins à la pointe aujourd'hui parce que sur une cible un petit peu plus âgée, on va dire, plutôt les 35 et plus. Mais en fait, on a fait des choses hyper intéressantes sur ces marques-là, mixer du sampling par exemple avec de l'influence, au lieu de juste faire du sampling un petit peu au hasard dans la rue comme on peut en faire, tu vois, du street sampling. Là, on a samplé mais à des influenceurs. Et même le moment où on allait remettre le petit échantillon à l'influenceur A ou B, au lieu d'en faire un moment absolument neutre et pas intéressant, on le filmait, c'était intéressant, on voyait sa réaction, il y avait un petit peu limite, tu vois, d'ouverture, de boîte, etc. Enfin, vraiment des choses. En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses à rechallenger et même le sampling et l'influence en fait peuvent aller ensemble. Et c'est une campagne qui a bien fonctionné, c'est sur 2020-2021. Je te confirme, c'est des éléments très surprises. Enfin, nous, notre mojo à l'agence depuis 12 ans, c'était la boîte surprise. C'est-à-dire qu'on voulait qu'à chaque fois qu'on fait beaucoup de portages ici, beaucoup de portages créatifs, et on veut à chaque fois avoir cette émotion de déballer la sucette surprise où il y a plein de cadeaux dedans, on ne sait pas ce qu'il y a, pour générer un peu d'émotion, quoi. Parce que c'est un peu ça aussi la force des marques, comme tu viens de citer, qui sont des marques historiques et qui ont aussi un imaginaire et que tu peux aller réveiller avec de l'influence, parce que pour le coup, ils vont faire le relais auprès de leur communauté, mais c'est effectivement des belles marques aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'on a des campagnes pour des marques de 30 ans et plus, qui sont hyper challenging, et hyper intéressantes à travailler, parce qu'on a une autre forme d'influence, une maturité différente, un langage, je ne veux pas dire un peu plus vrai, un peu plus posé, mais on a aussi les vrais ambassadeurs de marques iconiques, quoi, qui aujourd'hui sont, je trouve, par rapport au marché, des fois un peu oubliés. On se dit c'est pas assez jeune, c'est pas assez buzzable entre guillemets. Alors que non, il y a des marques hyper belles qui méritent justement de reprendre ce goût, quoi. Non mais complètement. Et puis la bonne nouvelle étant que chaque année qui passe, les jeunes d'hier ont 1 an de plus. Et donc en fait ces gens-là ont des pratiques de consommation, tu vois, d'influence, qui font que les cibles vont aussi bouger là-dessus. Et quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui, mais qui en avait 25 il y a 10 ans. Donc j'ai parlé tout à l'heure de nos premières campagnes d'influence. On lui a peut-être parlé quand il avait 15-20 ans sur Trésor en 2010. Aujourd'hui, il en a plutôt 25-30. Et en fait, il va soit s'intéresser à cette marque-là encore, soit à une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de pratique de consommation, il connaît l'influence, il est fan peut-être des mêmes influenceurs ou d'autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est maintenant réceptif à l'influence, quoi. Génial. Écoute, merci beaucoup Nicolas, tu m'as donné faim. Donc je vais aller peut-être ouvrir une canne. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, Cyril. Écoute, à très vite pour de prochains épisodes. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.
bientôt.